Bonjour, je m'appelle Aurélie Lanctot. Je vous parle aujourd'hui au nom de la revue Liberté, à défaut de pouvoir être avec vous en personne. Cet automne, pour nous, on aura, comme à notre habitude, deux numéros qui vont paraître en septembre et en novembre. Pour ce qui est du numéro de septembre, c'est en fait le numéro qui devait paraître au mois de mai dernier, notre numéro d'été qu'on a décidé de repousser à cause de la pandémie, là, pour des raisons évidentes. On se disait qu'en l'absence des librairies, parce qu'au moment où on devait le publier, les librairies n'étaient pas encore ouvertes et c'était pas clair du tout quand ça allait se produire. On a tout simplement décidé de repousser notre calendrier. Donc, c'est un numéro dont je vous ai déjà parlé, en fait, qui porte sur la disparition du ciel. Donc, ça devait être un numéro d'été. C'est un numéro qu'on veut toujours un peu plus littéraire, un peu plus artistique que nos numéros plus politiques qu'on fait en cours d'année. L'idée, c'était d'explorer le thème de la spiritualité, du rapport au transcendant, du rapport à la notion de limite également. Comment est-ce qu'on peut collectivement se réapproprier cette notion-là? On a plusieurs textes dans ce dossier-là, notamment un grand entretien entre le cheikh Omar Koné et une aînée Abenaki, Nicole Obomsawin, qui discutent ensemble du rapport à la spiritualité, autant chez les Abenaki que dans la tradition soufie. Cet entretien-là est vraiment pensé comme le cœur de ce dossier-là et on en est très content. Il est, à mon avis, très réussi. On va beaucoup le mettre de l'avant. On a également un texte sur la résurgence de la croyance astrologique, surtout auprès des plus jeunes, y compris chez les intellectuels. On a également dans ce dossier-là un texte du journaliste Philippe Mercure sur la conquête spatiale. Donc, quel est notre rapport aujourd'hui à l'espace et si on veut, au rêve d'infini que porte la conquête spatiale. Et également un entretien avec le philosophe et enseignant Renaud Garcia sur le sens des limites. En fait, lui a réfléchi dans un ouvrage paru en 2019 au rapport trouble et pervers qu'entretient le capitalisme avec la notion de limite. Et on se disait que ce serait une bonne façon de compléter ce dossier-là sur le ciel. À l'extérieur du dossier, on a un essai sur les révoltes de la jeunesse algérienne dans les derniers mois, les dernières années. On a aussi un grand entretien avec les chercheurs Nicolas Salé et Jade Bourdage de l'UQAM qui s'intéressent au traitement pénal de la jeunesse au Québec, chose qui est à mettre en parallèle avec toute la réflexion qu'on a présentement sur les institutions en protection de la jeunesse. Donc, évidemment, on a vraiment fait en sorte que ce numéro-là n'ait pas l'air daté parce que certains des textes ont été produits il y a plusieurs mois. On a retravaillé énormément les textes pour tenir compte des événements qu'on a traversés dans les derniers mois. Et somme toute, on en est vraiment satisfait. Et donc, ce serait pour l'office du 15 septembre. Ensuite, pour notre numéro de novembre, on a décidé d'y aller avec un numéro sur les algorithmes. Ça aussi, je crois qu'on est vraiment dans l'ère du temps. En tant que littéraire, que personne en sciences sociales, c'est sûr que les algorithmes, c'est un peu quelque chose qui nous paraît étranger. On n'a pas vraiment appris à penser les algorithmes. Donc, on se disait que, surtout dans un contexte où la pandémie a mis beaucoup de l'avant les questions de surveillance de masse, de contrôle de la population et d'empiètement sur la vie privée, ce serait vraiment pertinent d'avoir un dossier sur les algorithmes. Dans ce dossier-là, on va avoir plusieurs textes, notamment un texte qui essaye de faire le point sur les choses avec une chercheuse en art numérique du nom de Julie-Michel Morin qui essaie de nous montrer comment certains de nos biais sociaux sont bien intégrés dans les modèles algorithmiques, ce qui évidemment est un problème et devrait être une motivation pour les sciences sociales de se saisir de ces questions-là. On aura également un texte sur l'amour façonné par les algorithmes, un texte sur les vertus de l'erreur qui sont évidemment en passe de disparaître avec l'utilisation des algorithmes.
On a un texte sur la justice algorithmique et donc sur le fantasme du juge robot, donc la dématérialisation de l'activité judiciaire euh, au complet finalement. À l'extérieur du dossier, on a également plusieurs autres choses. On a notamment un grand reportage de Nicolas Dawson, l'écrivain qui est également doctorant en littérature à l'UQAM, sur l'héritage révolutionnaire chilien en tant que personne de la diaspora chilienne au Québec. On est vraiment très content de ce texte-là. C'est un très long texte et à mon avis, ça fonctionne, ça s'insère vraiment bien dans l'économie générale de la revue. On va aussi avoir un essai de Louis Hamelin sur les 50 ans de la crise d'octobre et évidemment notre cahier critique habituel. Donc, c'est en gros ce qu'on a pour vous cet automne. J'ai fait parvenir des documents qui, j'imagine, vous seront acheminés. Et donc, voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Geneviève Dagenet et je travaille depuis quelques mois déjà pour Annika Parents Éditeurs et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous parler de notre rentrée littéraire 2020. Cet automne, nous publions 4 livres de 3 auteurs différents, ayant des styles également complètement différents, en commençant par le dernier roman de Julia Kerninon, Liv Maria. Il est sorti en librairie le 9 septembre dernier. En 2019, on avait publié son très beau Ma Dévotion qui avait fait l'unanimité des médias. Je vous en dis pas plus sur Liv Maria parce que je vais laisser les auteurs présenter eux-mêmes leurs livres plus amplement. Ensuite, on va agrandir notre collection sauvage avec 3 nouveautés. La première nous vient de Juan Joseph Olu, qui nous a offert en 2012 son premier recueil de nouvelles, Un balcon à Cannes, et ensuite en 2016 son premier roman, Dolce Vita. Maintenant, il va nous offrir Présent composé, un autre recueil de nouvelles qui sera dans la collection sauvage. Et ensuite, nous avons 2 micro-romans qui nous viennent de Maud Chaillé, une nouvelle autrice chez nous. Il s'agit de Au pavillon et À la foire, mais vraiment, je ne vous en dis pas plus. Je laisse les auteurs présenter eux-mêmes leurs livres. Et en attendant, moi, je vous souhaite bonne lecture et à la prochaine! L'héroïne de ce roman, Liv Maria, qui donne son titre au livre, elle naît en 1970 sur une petite île au large des côtes bretonnes. Sa mère est bretonne, son père est norvégien. Elle a une enfance et une adolescence assez sauvages. Elle est sur cette île, c'est très particulier. Elle est enfant unique, elle est élevée en partie par ses 4 oncles. C'est une sorte de fifi brin d'acier maritime. Et puis à 17 ans, elle échappe de peu à une agression sexuelle, ce qui va décider sa mère à l'envoyer sur le continent, à Berlin. Et là, Liv Maria est censée passer une année d'études pour être en sécurité principalement. En fait, elle va avoir une liaison avec son professeur d'anglais, qui est un homme marié, et ça va être son entrée dans le monde des adultes, le monde de l'amour et aussi le monde des mots parce que comme ce professeur est d'une autre nationalité et qu'elle est franco-norvégienne, ils vont commencer à tisser entre eux toute une langue, à s'apprendre des mots. Enfin, c'est une histoire d'amour qui va aussi beaucoup reposer sur la linguistique. Et puis le professeur, à la fin de l'été, rentre dans sa famille en promettant de donner des nouvelles à Liv Maria. Il ne le fait pas, elle se sent terriblement abandonnée. Et pourtant, sa vie continue. Ses parents meurent, elle rentre sur l'île, elle essaye à un moment de reprendre le café-restaurant que tenait sa mère, mais elle découvre que c'est pas tout à fait possible, elle peut pas revenir en arrière. Elle aimerait désespérément revenir sur cette île où elle a été tellement heureuse, mais on ne revient pas, on ne redevient pas un enfant. Et donc un peu sur un coup de tête, elle finit par partir au Chili, où elle va rester 10 ans, à avoir une vie là-bas de femme d'affaires, pas toujours très très nette. Elle a de nouveau une aventure avec un homme marié. Et pendant 10 ans, l'intensité de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle et de ses activités, au sens presque physique du terme, lui masque la pauvreté émotionnelle de sa vie. Et puis elle a un accident très grave, qui est une sorte d'épiphanie, et donc elle se rend compte qu'elle a fait complètement fausse route, notamment dans sa liaison avec cet homme. Et là, miraculeusement, elle rencontre un jeune homme, et ils tombent éperdument amoureux, et très vite, elle tombe enceinte. Et donc ensemble, ils décident de rentrer en Europe pour qu'il lui présente sa famille. C'est comme ça que Liv Maria arrive en Irlande, dans la famille de ce jeune homme. Et là, elle va entamer une nouvelle phase dans sa vie, elle va devenir une épouse heureuse, une épouse dans un couple qui fonctionne, et la mère de 2 petits garçons. C'est un moment où elle s'efforce de rentrer dans le rang sans être sûre qu'elle va y arriver. Sauf que
quelque chose de son passé, une des Liv Maria qu'elle a été dans les années d'avant, rend cette modification quasiment impossible. Liv Maria, elle a une sorte de secret. Liv Maria, elle se retrouve dans cette famille qui est sa belle famille, sous l'appellation de bru, d'épouse, de belle-sœur, mais en fait, elle est la seule à savoir qu'elle est aussi autre chose, qu'elle a un autre lien avec ces gens. C'est quelque chose dont elle sait que ça l'empêche irrémédiablement de n'être que cette mère de famille, que cette épouse, de l'être complètement, d'adopter complètement ce rôle. Et au fond, elle aime beaucoup ça. Liv Maria, c'est quelqu'un qui est complexe, qui se sait complexe et qui s'aime complexe. Euh, voilà, c'est Liv Maria, c'est mon nouveau livre. Quand j'ai pensé à écrire ces nouvelles, j'ai pensé beaucoup à l'idée de liberté. Très cliché, évidemment, mais quand même. La liberté pour soi-même, pour les autres, pour soi, comment on la trouve, que faire pour être libre. Et j'ai pensé aussi à cette phrase, vivre sa vie, mais en rêver une autre. Vivre sa vie, être heureux, mais se perdre dans des doubles vies, euh, dans des présents composés finalement. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en scène des personnages qui vivent leur vie, mais qui se cherchent. Et évidemment, avec l'idée de liberté, arrive l'idée d'adultère, d'infidélité, de tromperie ou de fidélité. Et j'ai eu envie de parler de ça et de donner la parole justement à la personne qui trompe quelqu'un, qui est heureux dans sa vie, mais qui ne peut pas s'en empêcher. Et j'ai voulu lui donner la parole pour qu'il explique justement jusqu'à quel point je suis libre. Je suis comme ça, mais je tiens à mon compagnon. Voilà. Et à l'inverse, donner la parole à la personne qui est trahie, qui a envie de non pas rompre parce qu'elle est amoureuse, mais qui a envie de réagir, de vivre sa liberté, de se dire mais moi je suis libre aussi, donc est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est être libre? Est-ce que c'est réagir? Voilà. J'avais aussi au début l'image, le concept en fait de bad boy. Bad boy, c'est un mec qui a beaucoup de sex appeal, qui est séduisant, qui fonce dans la vie, qui fonce dans la nuit sur sa moto. Et j'ai eu envie de jouer avec ces clichés qui changent un peu avec les époques, les années, les sensibilités sociales ou artistiques. Donc dans mon livre, en fait, on retrouve un peu ce bad boy-là, sauf que le bad boy, il est chef d'entreprise, il est écrivain, il est étudiante. Il se dilue en fait, mais ça m'a beaucoup intéressé. Et je pense que ce personnage de bad boy qui fonce tellement dans la vie ne peut pas se contenter d'une seule vie, d'un seul présent. Donc voilà pourquoi les présents composés. Et je pense que c'est un peu de ça dont j'ai parlé dans ce livre, avec parfois légèreté et parfois plus de gravité. Bonjour, je vais vous parler de mes deux histoires, Au pavillon et à la foire. Ce sont deux histoires qui ont en commun de se passer en pleine canicule, dans des villes de banlieue, au sein de familles qui sont a priori banales. Elles ont aussi en commun de s'intéresser à ce moment de la vie qui est comme la crise de la quarantaine, un moment où on réalise assez brutalement qu'on est à la croisée des chemins. Dans Au pavillon, l'histoire se passe surtout à l'intérieur du domicile familial. Les parents vivent
ont un choc au moment où leur fillette de 9 ans a ses premières règles. Et même s'ils essaient de faire comme si tout allait bien, à l'intérieur d'eux, ils sont confrontés à leur propre vieillissement et ça vient teinter complètement leur comportement. Pour ce qui est de À la foire, c'est les personnages d'une autre famille. À ce moment-là, eux, ils sont en promenade, ils vont passer la journée dans une foire agricole. Et le personnage du père, en se promenant à travers les animaux de compétition, les attractions, les visiteurs, il réalise peu à peu qu'il n'est pas devenu celui qu'il voulait être et que finalement, c'est pour cette raison-là qu'il se sent étranger à lui-même. Dans Au pavillon, on a une histoire un peu plus ironique et drôle, et À la foire, c'est un petit peu plus introspectif. Voilà, bonne lecture. Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute. Je me présente, Daniel Sioui, copropriétaire des éditions Anénorac. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, les éditions Anénorac sont la seule maison d'édition autochtone au Québec. Nous nous consacrons à publier des auteurs autochtones ou canadiens-français qui abordent du sujet autochtone de manière sensible et ouverte d'esprit. Notre but, c'est vraiment de recréer des liens entre nos nations là, autochtones et non autochtones. Je vais justement vous présenter nos titres, pour nos nouveautés pour l'automne 2020. Je vais commencer avec nos 2 titres jeunesse. Tout d'abord, nous avons un nouveau titre dans la collection C'est la terre qui m'habille de l'auteur-illustrateur Sylvain Rivard. Cette fois-ci, il nous amène dans l'univers de la mitaine, que ce soit la mitaine que les lynx portent ou la mitaine que nous utilisons pour sortir du four. Donc, vous voyez, c'est vraiment ludique et abordable. C'est pour les jeunes enfants. Le livre, est, comme tout le reste de la collection, il est trilingue. Cette fois-ci, il est en français, anglais et en algonquin. Sylvain signe aussi les illustrations du premier album jeunesse de l'autrice et conteuse Nicole Obomsawin de la nation Abénaquise. Nicole nous amène dans l'univers mythologique de sa nation Wabanaki. On la suit dans un sentier mythologique à la rencontre des êtres vivants qui existent et que les Abénakis peuvent encore rencontrer de temps en temps. Notre 3e titre de la saison est le fruit d'une collaboration entre Julie Cunningham dans le cadre de sa recherche doctorale et de femmes autochtones qui ont eu la générosité de partager leur histoire avec Julie. Le livre rend hommage à ces femmes, à leur témoignage de ces femmes qui vivent trop souvent avec les séquelles des pensionnats autochtones. Nous voulons vraiment rendre la parole à ces femmes et pour essayer de leur faire sortir et qui montrent leur résilience à travers toutes leurs épreuves qu'ils peuvent vivre, qu'ils ont vécues dans leur vie. Donc c'est un livre hybride mélangeant fiction, art et témoignages de vie réelle. On remercie l'illustratrice Atikamek Meki Ottawa qui, grâce à elle, rend le livre vivant. Vous avez vraiment l'impression de suivre la vie de ces femmes à travers toute leur expérience. Pour le titre suivant, je vais vous laisser Daniel Grenier le présenter. En tant que traducteur, je pense que c'est le mieux placé pour vous parler de l'univers de Dan Dumont. Un univers humoristique, je sais pas, fantasmagorique ou autre, un peu déjanté de Dan Dumont. Voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel Grenier, écrivain et traducteur. Comme certaines d'entre vous le savent, chez Anénorac, on a décidé de poursuivre l'aventure de la traduction de l'œuvre de l'écrivaine cri métisse Dan Dumont. Ce qu'on vous présente cette saison, c'est son 2e livre, qui est en fait son premier roman, après le récit autobiographique qui était « On pleure pas au bingo », ça s'appelle « La course de Rose ». J'aimerais d'abord m'adresser à celles et ceux qui, comme moi, se sont beaucoup attachés au personnage de Dawn, la narratrice de On pleure pas au bingo. Ce qu'il faut s'imaginer ici dans La course de Rose, c'est une Dawn qui serait dédoublée en 2 personnages, celui de la mère et celui de sa fille, Rose et Callie, sa fille de 8 ans. On retrouve un peu le même genre de personnage qui nous avait tant plu dans On pleure pas au bingo, avec
toutes ses maladresses, sa petite maladresse sociale, son petit côté baveux aussi qu'on aime énormément. Puis c'est dans ces scènes familiales que l'écriture de Dawn Dumont se déploie à son meilleur, si on veut. C'est vraiment quelque chose dans lequel elle excelle. Puis c'est le prolongement logique, si on veut, de ce qui se passait dans On pleure pas au bingo. Ensuite, j'aimerais m'adresser à celles et ceux qui n'ont pas lu On pleure pas au bingo et qui se demandent c'est quoi en fait l'histoire ou le récit de la course de Rose. Ben, la course, ça le dit, c'est au sens propre. Il faut imaginer premièrement un roman social d'abord sur les conditions de vie dans une réserve crie de la Saskatchewan, mélangé avec un traité humoristique sur l'obsession du poids et de la santé. Il faut y ajouter une bonne dose de comédie burlesque de style slapstick et aussi une petite touche d'horreur parce que chez les cris, le Wendigo est jamais bien loin. Évidemment, sans oublier le ton, la voix, le talent presque invraisemblable de Dumont pour l'image cocasse puis la vérité souvent très crue. L'histoire de Rose O'Kenney, c'est en fait celle d'une mère monoparentale qui veut juste comme être heureuse, reprendre un peu le contrôle sur sa vie. Puis cette histoire-là, c'est celle de bien des femmes autochtones aujourd'hui qui vivent en communauté ou ailleurs en ville. Puis que ça passe par la course à pied ici, par le divorce, par la sorcellerie, par le recours aux traditions. Rose, elle sait que la voie des ancêtres est jamais bien loin. Et puis qu'elle sera guidée, que son prochain pas sera guidé par cette voie-là jusqu'au fil d'arrivée. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles à franchir d'ici là. Puis c'est un roman qui parle de ces obstacles-là à franchir jusqu'à la découverte de son nouveau soi. Merci tout le monde, bonne lecture. Notre dernier livre de la saison est une œuvre bouleversante sur la vie d'un autochtone trop méconnu, même parmi nos communautés. Pourtant, c'est le premier vrai activiste autochtone au Canada, Jules Sioui. Dans le livre, on suit le parcours de son petit-neveu, Jocelyn Sioui, qui part à la recherche de l'histoire de ce mononcle légendaire dans sa famille, mais très énigmatique. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez lire le livre. C'est le livre idéal pour apprendre sur les enjeux autochtones contemporains et un peu moins contemporains. C'est sûr que là, on suit Jules, surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui est pas mal présent dans tous les combats autochtones au Canada. C'est vraiment grâce à lui c'est le pionnier, vraiment, c'est ça, des activistes autochtones. Je vais laisser Jocelyn vous présenter en quelques secondes son œuvre. Bonjour, je m'appelle Jocelyn Sioui et Annie Norac est sur le point de publier mon premier essai, Mon oncle Jules. Qu'est-ce que c'est que Mon oncle Jules? Mon oncle Jules, c'est l'histoire de mon grand-oncle, Jules Sioui, qui, entre 1940 et 1950, a lutté très très fort pour les droits autochtones. Et son combat a culminé en 1950 avec une grève de la faim de 72 jours. Mais mon oncle Jules, c'est aussi l'histoire d'un gars qui découvre que l'histoire autochtone est un petit peu tombée entre deux chaises, puis qui décide un petit peu de recoller certains morceaux de puzzle. Mon oncle Jules, c'est aussi un livre que j'espère coloré, métissé, à mon image, je pense, et qui est agréablement agrémenté de quelques illustrations de Mélanie Baillarger. Alors, j'espère que vous allez apprécier votre lecture, parce que j'y ai mis un petit peu beaucoup de temps. À bientôt. Et voilà. Merci à vous d'avoir été présents, à l'écoute, et je vous souhaite bonne lecture et surtout de belles découvertes avec nous. Merci. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième vidéo des éditions Omri. Je vais vous présenter les 3 parutions qui sont prévues pour le mois de septembre. La première parution, c'est un recueil de Jean-Simon Leduc, dont le titre est « Dites-leur qu'ils ont un don ».
Vous connaissez peut-être Jean-Simon parce qu'en plus d'être poète, il est acteur. On a pu l'apercevoir dans les films Chien de garde et Au pire on se mariera, L'amour au temps de la guerre civile, plusieurs autres, ainsi que dans les téléséries comme Cérébrum et Fugueuse cette année. Jean-Simon a une certaine notoriété au Québec. Par contre, ce recueil-là, c'est sa première publication littéraire. Publication qui est accompagnée de photographies de l'artiste multidisciplinaire Geneviève Grenier, qui est originaire de Québec, mais aujourd'hui établie à Montréal. La poésie de Jean-Simon Leduc, c'est une poésie du quotidien. Dans ce recueil, il explore la fin d'une relation amoureuse là, pour aborder le thème du passage à la vie adulte, mais aussi revendiquer un retour au jeu d'enfant. Moi, je trouve qu'il y a une manière unique là, de retourner un peu le quotidien, de trouver un angle à travers lequel la lumière là, donne juste assez de douceur. C'est une poésie des petites choses, mais d'une grande sensibilité, là, et dont la langue, selon moi, est vraiment surprenante par ses associations d'images. Souvent, on se rapproche même d'un réalisme magique, là, mais qui demeure toujours très, très accessible. Je vous laisse écouter Jean-Simon qui va vous lire des extraits de son premier recueil. Dites-leur qu'ils ont un don. Bonne écoute. La chaleur passe, comme un courant dans un lac de coton, un tas de linge sorti de la sécheuse. La chaleur passe. Dans nos poches remplies de peur et de larmes, les retailles d'ongles se fossilisent aux mouchoirs endurcis. Une nouvelle matière première, une pierre semi-précieuse qui ne résiste à aucun intempérie, et que je traîne toujours avec nous dans mon sommeil. Mens-moi bien, mon amour, pour garder mes peurs du côté fret de l'oreiller, là où les dents de sagesse ne se changent jamais en vieux 2 piastres. Le deuxième recueil que je vous présente, c'est Écailles de laurier de l'autrice Laurie Roy. Elle aussi, c'est son premier recueil avec nous aux éditions Ambry. Le recueil est accompagné d'illustrations de l'artiste Anne-Marie Gratton, qui est originaire de la banlieue de Montréal, de la Rive-Sud, mais qui est aujourd'hui établie à Paris. Je vais laisser Laurie présenter son livre et vous lire des extraits. Par contre, je voulais seulement mentionner là, que le recueil, selon moi, est extrêmement pertinent dans la situation que l'on vit dans le milieu littéraire en ce moment, en ce sens que c'est une prise de parole contre des violences sexuelles. Il s'inscrit donc dans un grand mouvement de solidarité entre femmes et minorités de genre. C'est un plaidoyer contre le silence et c'est vraiment tout plein d'espoir. Donc voilà, c'était mon petit mot. Je vous laisse écouter Laurie qui va vous présenter plus en détail son œuvre. Bonjour, je m'appelle Laurie Roy. Je suis l'autrice d'Écailles de laurier, qui est un recueil écrit en prose poétique. Je suis étudiante à temps plein à l'UQAM en création littéraire. Je vais vous parler un petit peu d'Écailles de laurier. En fait, ça porte sur un événement traumatique que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Les grands thèmes sont, entre autres, la famille, l'abus sexuel et la vérité. Donc, je me base sur des souvenirs de cet abus sexuel qui prend la forme d'une métaphore du serpent, finalement. Donc, l'agresseur est un serpent. Indirectement, le lecteur peut comprendre à travers le recueil. Les fragments sont accompagnés d'illustrations de l'artiste Anne-Marie Gratton. Je vais vous lire un court extrait. En fait, c'est la première fois qu'il me demande de m'asseoir sur ses genoux. La chaleur de juillet est insupportable. Il veut que je l'embrasse sur la joue. Ma mère aime quand je suis polie. Ça la rend fière. Je reste silencieuse, même si ses écailles me perforent.
Donc, en fait, Écailles de laurier, c'est beaucoup par rapport au pardon aussi que la narratrice cherche à trouver. Le pardon de soi et le pardon d'autrui à travers plusieurs anecdotes puis plusieurs souvenirs. Donc voilà, c'est court comme présentation, mais c'est à peu près ça. Donc, merci beaucoup. Le troisième et dernier recueil à paraître aux éditions Omri cet automne, c'est Hier est une violence de moi-même, Charlotte Francoeur. Le recueil est accompagné d'œuvres de Caroline Moxion, qui est une artiste parisienne établie à Montréal depuis 10 ans. C'est comme si on faisait des échanges parisiens et montréalais cette saison, mais c'est le hasard. Hier est une violence, c'est un récit poétique qui se situe entre la fiction et l'autobiographie. C'est le récit d'une fille qui suit sa mère jusqu'au fleuve, jusqu'à une mort qui est convoitée, désirée, mais qui n'arrivera pas. C'est l'histoire d'une tentative de suicide raté, mais c'est surtout, je dirais, une grande déclaration d'amour, un plaidoyer pour la vie, un plaidoyer pour le pardon et pour l'espoir, et voilà. Je vais vous lire quelques extraits, c'est mon tour. Voici. Près du quai où tu te rends, s'éteint la clameur des jets bleus. Tu écoutes bruire les vagues, entrevois leur ressac. Loin de moi, une possibilité. Tu m'as dit n'avoir qu'un souhait, aucune nouvelle ride à mon regard. Une dégringolade, dans l'herbe fraîche, vers la fosse, t'es plus douce que tout, mais je t'aime. Une meute d'uniformes sur le perron carillonne, parée pour le grand sauvetage. Dalles écaillées, route du fleuve roux, martèle ton parcours, ta voix qui s'éteint en balade. L'urgence est belle sur fond de sirène. Bercée par les vapeurs des chairs échauffées, je vois l'algue logée dans ta chevelure, tes lèvres de terre noircies, la flaque sous la civière, le satin sa discrétion dévalant ma joue, ma rudesse, ma seule toile. Nous nous immobilisons devant une porte vitrée. Une foule grise d'habitude accourt bras ouverts. Si seulement tu pouvais sentir ses peaux pressées contre la tienne. Alors voilà, c'est mon premier recueil aussi, écrite toute seule. On avait fait Maison aussi avec Héloïse Lamarre qui paraît au mois d'août, mais celui-ci, c'est mon petit bébé. Alors voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Alain Beaulieu, je suis écrivain, professeur de création littéraire à l'Université Laval. J'ai publié une quinzaine de romans maintenant, peut-être un peu plus, principalement aux éditions Québec-Amérique et par la suite aux éditions Druide. En fait, j'ai suivi mon éditeur qui était à l'époque Normand de Bellefeuille, qui avait quitté Québec-Amérique pour s'en aller chez Druide, et j'ai fait le saut avec lui. Je suis essentiellement romancier, c'est-à-dire que j'ai publié essentiellement des romans et des nouvelles en revue. Je crois à la littérature comme vecteur de changement, comme outil de connaissance, mais une connaissance intuitive. Donc, je me tiens très loin de tout ce qui est littérature à thèse ou qui sert à élaborer une théorie ou à prendre position sur un sujet ou sur un autre. Je suis plutôt du côté de Kundera, si on veut, pour qui la littérature est une manière de forer ce qui, dans l'existence, à la fois nous unit et nous distingue. Le livre que je propose s'intitule « Novembre avant la fin ». En fait, quand on me demande de le classer, c'est un peu compliqué. Je dis souvent qu'il s'agit d'un
C'est un essai-fiction sur la création littéraire. En fait, le livre met en scène deux personnages, un grand-père, c'est-à-dire un homme qui vient de mourir, donc, et qui s'adresse à sa petite-fille, qui, elle, a entrepris un projet d'écriture. Et le grand-père donc va l'accompagner pendant un mois, donc pendant tout le mois de novembre, d'où le titre, novembre avant la fin, pour effectivement à la fois lui prodiguer des conseils, mais surtout pour réfléchir avec elle sur ce que c'est que la littérature, sur les motivations qui nous forcent à vouloir nous battre avec les mots, pour faire quelque chose qui pourrait ressembler à une œuvre d'art. Il s'agit donc d'une histoire, en fait, avec un début, une fin, mais qui tourne autour d'une réflexion sur la littérature et l'écriture, en particulier sur l'écriture, évidemment qui est toujours en lien avec la lecture. Toute la nuit, je t'ai écouté, à ton insu, tapis dans l'ombre de tes pensées, attentif à chacune de tes hésitations. Autour de toi, des mots griffonnés sur des bouts de papier, un reste de Marie-Jeanne dans le cendrier, ta tasse de café, les écouteurs que tu as l'habitude de poser sur tes oreilles avec l'espoir que la musique porte avec elle les phrases qui t'échappent encore. Quand je t'ai regardé t'éveiller, j'ai tout de suite su que je t'accompagnerais jusqu'à la fin du sursis qui m'est octroyé. Sans te tenir la main, mais en t'indiquant des routes de traverse, parfois des raccourcis et surtout des détours. Je me tiendrai là, donc, derrière toi, de biais, attentif, attentionné, amical. Voici ma petite vidéo pour les productions Somme Toute. Je m'appelle Pierre Courville, je suis traductrice. J'ai fait mes études hispaniques et françaises à Montréal, où j'habite depuis 35 ans, et Petit Géant est mon premier livre. À la fois autofiction et récit autobiographique, Petit Géant, c'est avant tout l'histoire de jumeaux identiques nés trop tôt. C'est aussi l'histoire de leur mère qui leur parle, leur raconte avec tendresse et détail leur naissance et leur hospitalisation à l'un et à l'autre. Dans mon récit, j'écris les souffrances souvent taboues, souvent oubliés, mais vécus par ces bébés qui sont soumis aux interventions, aux traitements et qui s'inscrivent dans leur chair. Au fil des pages, des 109 jours d'hospitalisation, l'atmosphère évolue. On se retrouve aux soins intensifs en néonatologie, aux soins intermédiaires, en salle d'op, dans les corridors. Le portrait du milieu hospitalier est franc, captivant. Le livre se lit comme un suspense, mais je pense qu'il en fait une lecture prenante et touchante. C'est vraiment le regard maternel sur les deux petits. Les lecteurs et lectrices s'attachent. On veut savoir ce qui va arriver à ces deux bébés et on souhaite leur survie. Je vais vous lire un petit extrait. Mon choix s'est arrêté sur des lignes qui vivent d'elles-mêmes, une intervention banale, quotidienne, un prélèvement sanguin. Je laisse ma place à la technicienne, à contre-cœur. Elle entre ses mains dans ta couveuse et te prend le pied. Au toucher, tu as le réflexe de retirer ta jambe. Plus rapide que toi, elle la rattrape. Mon cœur se brise à te voir ainsi sans défense. Elle masse ton talon pour activer la circulation et le pique. Sur le coup, tu ne réagis pas. Mais quand elle écrase entre ses doigts pour en extraire le sang, ton visage se crispe et ta bouche s'ouvre en forme de cri silencieux. Tu pleures sans voix. Le tube dans sa trachée bloque ses cordes vocales, m'explique Christine. Insupportable de te voir hurler ainsi en silence. Je voudrais te prendre dans mes bras, te protéger, te consoler. Je suis impuissante et la technicienne continue de te presser le talon. Plus fort, je me dis qu'elle va te broyer le pied. Tu te tortilles, la bouche ouverte et les poings hauts dans les airs. J'ai envie de la repousser violemment. Mais je te prête seulement ma voix. Je pleure, mes cordes vocales vibrent. J'aurais envie de les abîmer en criant à tue-tête. Par désir d'autodestruction, par solidarité aussi. La quantité lui suffit enfin et elle te colle habilement un pansement sur le talon. Je prends vite sa place, recouvre ton corps de mes mains pour te consoler comme je peux.